Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, qu'on peut entendre sur à peu près toutes les applications. Et bien sûr, le site de départ, gillesparent.com, où vous avez l'ensemble des podcasts, des balados, depuis les 5 années où on produit ce balado une fois la semaine. Le monde de l'automobile est en profonde mutation, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour jeter un regard sur les nombreuses transformations du secteur de l'automobile, j'ai invité l'expert journaliste automobile Éric Lefrançois, collaborateur à la presse et à l'Annuel de l'automobile. Bonjour Éric, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, Gilles? Oui, absolument. Merci d'être là. On enregistre, nous, un genre de jour précédent le jour J aux États-Unis, donc... Oui. Quand même. Qui va décider de tout. Oui, qui va décider de beaucoup de choses. Tu as parfaitement raison. Oui. Écoute, les sujets manquent pas dans le monde de l'automobile, oh que non. Puis même, on va probablement parler un peu des Américains là-dedans, parce qu'il peut y avoir des quotas qui, si jamais c'est M. Trump qui est là, on comprend qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont influencer. Qu'il soit là ou non, mais avec une influence probablement plus grande. Je veux qu'on décortique un peu, mais commençons par le véhicule électrique, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont liées au véhicule électrique. C'est une panacée pour bien des... Je dis c'était sans être négatif, mais il y a comme une petite froideur qui s'est installée. On dit que les ventes de véhicules électriques dans l'ensemble piétinent, mais avant d'en dire trop, j'aime mieux t'entendre parce que tu es plus le nez là-dedans. Tu vas me dire ce qui est plus vrai dans le fond, Éric. Ben, en fait, ça piétine. Si on regarde globalement, ça piétine effectivement parce qu'on voit de plus en plus des gouvernements se retirer des subventions ou des aides gouvernementales. Mm-hmm. Et on a vu en Europe que ça s'est littéralement effondré dans certains pays. Oui. Et ça nous fait craindre le pire au niveau du Québec parce qu'on sait que les subventions vont inévitablement disparaître ou progressivement disparaître. Et on se demande, là, au moment où on se parle, est-ce que l'échéance de 2035 tient toujours? Mm-hmm. Puis toi, t'en penses quoi? Je pense que ça ne tiendra pas. Donc, c'est trop rapide, c'est ça? Ben, c'est pas seulement que trop rapide. Il y a, d'une part, comme vous l'avez souligné au départ en préambule, il y a la question des élections américaines. Oui. Donald Trump n'est pas reconnu comme étant un pro-électrique. Mm-hmm. Et par conséquent, ça peut faire reculer, si on peut dire, cette échéance-là de toute évidence. Et c'est sûr et certain qu'à l'heure actuelle, l'industrie automobile a vraiment les yeux rivés sur ce qui va se produire avec les présidentielles américaines, à savoir, est-ce qu'on garde le pied au plancher au niveau de la transition électrique ou on lève un peu le pied? Oui, puis quand on parle de protectionnisme, parce que ça a été souvent l'hégémonie, l'expansionnisme pour les Américains, longtemps dans l'histoire, mais là, on est plus retourné vers nous-mêmes. Puis, à ton avis, Éric, quand on dit protectionnisme, est-ce que mettons les compagnies étrangères, les Volkswagen, les BM, les autres qui sont en sol américain, est-ce que les autres vont considérer, parce que c'est des emplois américains, que c'est du protectionnisme qu'on va les protéger, ou c'est ça qui est le problème, parce que ces compagnies-là sont en Europe, sont aux États-Unis, sont au Canada? Mais aujourd'hui, c'est vraiment des compagnies globales. Ouais, on s'entend que si on regarde certains constructeurs automobiles, je pense notamment à Honda, qui est pratiquement plus américain qu'il peut être japonais aujourd'hui. Ils ont des usines d'assemblage aussi bien aux États-Unis, au Mexique et également au Canada. Donc, ils en ont forcément au Japon, mais... néanmoins, ça demeure des compagnies globales. Là, en ce moment, c'est le tir groupé, c'est envers justement les constructeurs automobiles chinois qui ont investi, si on peut dire, énormément sur le marché européen et s'attendaient justement à mettre le pied ou mettre une roue, en fait, sur le continent nord-américain. Et là, en ce moment, là, il y a eu des bâtons dans les roues, si on peut prendre l'expression, avec l'imposition, d'une part, des États-Unis qui a été suivie de très près par le Canada. OK. J'ai un frère qui, depuis 40 ans, je l'appelle mon frère allemand, qui vit en Allemagne, puis il me disait, Gilles, il dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle économique qui frappe autant en Allemagne que ce qui est arrivé à Volkswagen. Les annonces de Volkswagen qui ont pris plusieurs personnes par surprise, qui ont étonné, mais la fermeture de 3 grosses usines, c'est gros comme nouvelle. Puis je voulais savoir, comme il y a des marques qui sont parallèles à Volkswagen, Audi et les autres, Porsche, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses que ça c'est un signe des coûts immenses engendrés par le développement de l'électrique?
Ben ça, c'est d'une part, mais là, on vit une mutation, en fait, que c'est un peu une transition énergétique à marche forcée. Hein. Les gouvernements ne proposent pas, en fait, ils imposent, et c'est à l'industrie automobile de suivre le pas. Et l'industrie automobile, bon, on le sait, il aurait souhaité justement une forme de statu quo ou à tout le moins quelque chose d'un peu plus progressif. Et ben c'est pas le cas du tout. Et on leur impose finalement des quotas de véhicules électriques, de produire des véhicules électriques. Mais malheureusement, les infrastructures suivent pas forcément dans certains cas. Et il y a aussi la question des consommateurs qui demeurent dans une large proportion encore frileux à cette idée-là. Oui. On en voit ici au Québec. Oui, vas-y. Surtout au Québec. Notamment, moi, je vois souvent des lecteurs qui m'écrivent, ben écoutez, je suis prêt à avoir une voiture électrique, mais à la condition qu'elle ait 800 ou voire même 1000 km d'autonomie. Donc, vous imaginez la taille de la batterie et le temps de recharge aussi, ce qu'on a tendance à oublier. Ça se recharge pas comme lorsqu'on va à la station-service. Ça prend un peu plus de temps. Et d'autre part, il y a aussi la question du coût. Parce qu'actuellement, le coût des véhicules automobiles, et ça, là, indépendamment qu'ils soient électriques ou à moteur thermique, c'est devenu maintenant la grande préoccupation de l'industrie automobile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en mesure, justement, de se procurer un véhicule neuf. Et par conséquent, on serait porté à dire, on peut aller vers l'usager qui, lui aussi, a bondi en grandeur. Absolument, absolument. Si on regarde le prix des véhicules d'occasion, et certains spécialistes justement de cette question-là vont vous dire, ben écoutez, ne serait-ce qu'au Québec, on a traditionnellement toujours payé un peu moins cher qu'ailleurs au Canada. Ils se disent, ben c'est un peu le retour du balancier. Maintenant, le Québec paie le même prix que le reste du Canada. Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens, ça éloigne des ménages de la possibilité d'avoir une mobilité personnelle, à savoir un véhicule automobile. Éric, je reviens sur l'Allemagne parce que c'est un cas d'espèce. En Europe, c'est la grosse nouvelle, mais on sait bien que comme si on est conséquent, puis je pense qu'on l'est, on parlait d'un marché global pour l'automobile, c'est sûr que ça a des conséquences. On les connaît, les véhicules de Volkswagen, Audi, Porsche et les autres. Alors, on dit que juste cet été, ça a baissé de 70% la vente de véhicules électriques. Moi, ma question de consommateur, c'est est-ce que les gens vont être portés à attendre avant de changer, mais ils croient encore à ça, ou encore ils vont dire, on va aller peut-être plus vers l'hybride, ou finalement, je roule pas tant que ça, on va aller me chercher une voiture à gaz. L'industrie doit se demander comment les consommateurs vont faire la suite des choses. Ben ça, c'est une chose, mais l'industrie aussi attend après les présidentielles américaines. Il ne faut pas s'en cacher. Là. Ça, de toute évidence. Parce que lorsque vous faites le cahier de charge d'un véhicule neuf, disons par exemple que ce matin, peu importe le constructeur automobile, disent ben il faut prévoir aujourd'hui que dans 5 ans, donc en 2029-2030, quel véhicule on va mettre sur le marché et en pensant aussi au cycle de remplacement de ce véhicule-là. Ouais. Est-ce qu'on le fait électrique? Est-ce qu'on le fait hybride? Et là, à l'heure actuelle, on danse un peu, là, en ce sens que on ne sait pas exactement si Donald Trump, par exemple, était élu. Il y a des chances que lui va peut-être reléguer au calendrier grec l'imposition, l'électrique, et puis forcément, ben, l'industrie automobile n'aura pas le choix que de dire bon, on revient vers le thermique ou à tout le moins hybride, parce qu'il faut quand même se conformer aux autorités gouvernementales en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, forcément, le véhicule hybride va reprendre justement de certaines couleurs. Là. On pensait que c'était éliminé, mais en fait, ça risque de revenir. Mais moi, c'est un peu une surprise. Honnêtement, je vais te dire comme citoyen, là, observateur et journaliste de métier, pas journaliste automobile, mais c'est une surprise parce que je me disais, la seule chose avec laquelle j'arrivais pas à conjuguer, c'est est-ce que ça va être plus hybride parce que Toyota avait vraiment poussé ça? Est-ce que ça va être plus électrique? Puis là, après ça, on entendait les gouvernements écouter les autobus de ville, les autobus scolaires, les camions de rue, les quatre, j'ai des amis qui c'est la chasse, la pêche, et les 4 roues sont rendus électriques. Fait que, tu sais, pour moi, je suis comme embarqué dans le bandwagon en disant, tout le monde s'en va à l'électrique. Puis là, bang, c'est une là arrive, je dis OK, toi tu me dis c'est comme une gestion qui est un peu plus lente que prévu ou brutale, je sais pas. Ben en fait, je pense que la solution, puis ça va pas plaire à personne, c'est qu'il y a trop de véhicules sur les routes. Ouais. Si on voulait régler réellement le problème de la pollution, puis également du même coup, on réglerait la question de la congestion, on réglerait peut-être aussi du même coup la question de la sécurité routière, il faut éliminer au moins 50% du parc automobile.
Ça n'arrivera pas demain. On ne sent pas ça, là. Ah ben, essayez demain matin de dire aux gens que vous n'aurez plus de mobilité individuelle, que vous allez devoir prendre le transport en commun, vous allez avoir une levée de bouclier. C'est curieux parce que si on fait juste la mathématique, j'écoutais un professeur d'économie dire ça, si on faisait juste la mathématique, puis on laissait faire la politique, puis on laissait faire la mathématique de tout ça, tu prends énormément, en fait, tu prends les coûts réels de rouler autant d'automobiles, les attentes, les congestions, comme tu dis, en mathématiques, tu calcules tout ce que ça coûte. Tu pourrais penser en Amérique du Nord construire des TGV pour plusieurs sections en se disant, assez rapidement, si c'est rapide comme ça peut l'être, si c'est flexible comme ça peut l'être, les gens vont le prendre. Mais là, on a comme... Et fiable et sécuritaire. En Europe, on l'a, là, en Europe et en Asie, excuse-moi. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme tout le temps, là, on prend la mathématique, je trouve ça intéressant, parce que si on fait le calcul, c'est un no-brainer, en voulant dire, c'est sûr que c'est une bonne idée pour l'économie, mais aussi pour l'environnement. Sauf que c'est des montants immenses, puis souvent, on dit on va y capitaliser sur 25-50 ans comme une maison. Ça n'a rien à voir. Si tu fais un TGV, il faut que tu mettes ça sur 100-150 ans, en théorie, là, parce que c'est là que ça s'en va. Mais là, on va voir. Si on pense, par exemple, au Grand Montréal, par exemple, avec l'arrivée du REM, lorsque tous les REM vont être en fonction. Et marcher. Si on regarde, et marcher, oui, effectivement, fiable et tout. Oui. D'une part. Et d'autre part, il y a toujours le réseau de métro, il y a le réseau d'autobus. Oui. Et si on regarde en plus la volonté de l'administration municipale à Montréal de couper les espaces de stationnement ou à tout le moins de faire en sorte que tous les espaces de stationnement soient payants, et ça même pour les résidents, ben là, par conséquent, il y a des gens qui vont carrément délaisser l'automobile. Ouais. Ils vont choisir autre chose. Mais ils vont choisir autre chose. C'est vrai que, en fait, pour faire un changement fondamental, il faut que ça fasse mal un peu, il faut que tu changes tes affaires, il faut que tu te donnes la chance d'essayer, ce que bien des gens font pas. On le voit. Si on est honnête, on est né, moi, j'ai dit à mes fils, j'ai dit, je veux pas être plate, mais je vais l'être un peu. J'ai 64 ans, mais quand j'avais 16 ans, mon rêve, c'était d'avoir ma première job et mon premier char. Oui. Mais je peux pas dire, tu sais, j'ai un gars de 20 ans, puis j'en ai deux de 30 et 32, je peux pas dire que c'est aussi fondamental l'auto pour eux autres que pour nous, par exemple. Je sais pas. Non, si absolument, parce que... Non, je suis parfaitement d'accord, parce que si on regarde l'automobile dans les années 60, 70, c'était lié à la liberté. Oui. Hein? Il y avait une liberté. On avait notre permis de conduire, ça nous permettait d'aller plus loin, puis d'aller visiter des oncles, des tantes. Et tu as vécu ça, toi aussi, jeune, la hâte d'avoir une auto? Oui, absolument. Mais alors qu'aujourd'hui, on voyage avec son téléphone portable. Ah oui, effectivement. Et les plus jeunes investissent davantage, par exemple, dans un téléphone portable qu'ils vont investir dans un véhicule automobile. Et tu parlais de voyage, puis on pourrait faire de la sociologie à Saint-Saëns, mais le goût de voyager, le goût de sortir, ils ont développé ça assez vite, puis ça coûte 2-3 piastres. Quand tu fais tes choix, ben, ça peut arriver que tu mettes la voiture moins prioritaire, mettons. Exactement. Puis sans compter aussi, on a vu dans les dernières années avec la pandémie, l'inflation qui a grimpé d'une façon astronomique, le coût du panier d'épicerie et tout. L'automobile finalement prend la banquette arrière. Là. Mais dis-moi, Éric, je reviens à l'électrique parce qu'on est toujours dans le thème de l'électrique. On touche à toutes sortes de choses, qui est le plaisir d'un balado. Mais les coûts, parce qu'on parle des coûts, mais on parle de l'inflation. Les coûts, on dit que les coûts sont astronomiques pour développer la filière électrique pour deux raisons. Mais il y a peut-être d'autres raisons, mais la première, c'est que il y a du nouveau, donc il faut ajuster les usines. Tout ça, c'est un c'est des gros investissements. Et après ça, il y a toujours le développement parallèle des piles, les batteries, parce que les gens, ils veulent plus performantes, plus petites, moins pesantes, moins ci, plus ça. Tout ça fait que ça coûte énormément d'argent aussi. Donc, est-ce qu'il y a un élément dans tout ce que je viens de dire là, de ce dont on parle, qui est strictement lié à l'inflation? Est-ce que les taux d'intérêt qui baissent, tout ça, ça va aider, puis ça peut relancer, ou si vraiment c'est plus structurel que ça? C'est beaucoup plus structurel, parce que si on regarde, par exemple, une entreprise, on parlait de Volkswagen tout à l'heure. Honnêtement, j'ai pas le chiffre en tête à savoir combien d'employés ils ont à travers le monde. Mais demain matin, il y a un coût social de dire aux gens, écoutez, demain, vous n'allez plus assembler, par exemple, de boîtes de vitesse ou de moteurs thermiques. Et malheureusement, on doit vous pousser vers la retraite parce que vous êtes rendu à un âge où... Il n'y a plus d'avenir pour vous. Ouais. Exactement, il n'y a plus d'avenir pour vous. Parce que assembler un moteur électrique, c'est pas comme assembler un moteur à essence ou un moteur diesel, peu importe. Donc, il y a un coût social que les nouvelles marques émergentes, je pense par exemple à Tesla, à Rivian ou encore à Lucid ou VinFast,
ces gens-là n'ont pas justement ce tissu-là à préserver au niveau des employés. Le passé, autrement dit, le passé actif, ils l'ont pas, eux autres. Ils arrivent. Là. Exactement. Et c'est ça qui est un des coûts énormes que les marques traditionnalistes doivent justement affronter, puis ils doivent comptabiliser lorsqu'ils font ce type de véhicule-là. J'avais une question pour le gars d'auto, tu sais, dans le fond, journaliste d'auto. J'entendais des gens, c'est des constructeurs qui ont dit, on commence à nous dire que peut-être qu'on n'a pas construit le véhicule électrique ou hybride, mais surtout électrique, que les consommateurs aimeraient. C'est-à-dire, ils disent que souvent, le développement de l'électrique vient avec des voitures extrêmement futuristes, extrêmement technologiques et extrêmement chères. C'est comme si, je ne sais pas si ça se peut, mais tu sais, on revient à, mettons, la Toyota Corolla, dans le temps, tu peux l'avoir à mitaine, tu sais, bon, manuel, les vitres à mitaine. Tu comprends ce que je veux dire? Tu avais une version, puis même les gens de Mercedes me disaient, quand vous allez en Europe, vous remarquez, vous prenez un taxi. Les vitres électriques en avant, puis en arrière, c'est des vitres manuelles. À manivelle. Ça n'existe plus ici. On amène. Mon point, c'est qu'on amène des véhicules beaucoup plus luxueux. Et l'électrique est beaucoup plus dans le luxueux. Fait que les consommateurs, quand ça commence à 70 000, quand il n'y a plus de subvention, tu dis, wow, attends un peu, là. Est-ce que je pourrais avoir un électrique qui aurait un peu moins d'options? Bon, tu comprends ma question? C'était, je trouvais intéressant comme point. Est-ce que les consommateurs ont ce qu'ils voudraient? Ben c'est ce que je disais au préalable. Okay. La préoccupation à l'heure actuelle, c'est vraiment l'accessibilité aux véhicules, qu'ils soient électriques ou hybrides. C'est le prix. Il y a certaines personnes justement qui réclament justement, qui se disent il y a des options à bord des véhicules ou à tout le moins des accessoires qu'on pourrait se priver. Mais regardez combien de gens achètent des modèles de base. Je ne sais pas, mais je pense qu'on a le goût de se gâter tout le temps, puis ils nous vendent ça 13$ par semaine de plus. Eric. Exactement. Vous allez avoir des sièges chauffants. Demain matin, retirez les sièges chauffants, les volants chauffants. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas convaincu que les gens vont... moi non plus. Moi non plus, mais je me disais... parce que dans le fond... Les gens le réclament, mais est-ce qu'il y a un acheteur pour ça? Quand on regarde le prix moyen des véhicules qui sont vendus au Canada, les gens font encore le saut lorsqu'on leur dit, écoutez, au Canada, c'est environ 66 000 $. Et lorsqu'on dit 66 000, on ne parle pas juste du coût du véhicule. Là. Non. On va faire ça une chose claire, là. C'est son financement, c'est les taxes qu'on paie, c'est le prix du véhicule. Et là, on parle, j'ai fait le calcul il y a quelques mois, là, avec ne serait-ce qu'un véhicule comme une Subaru Crosstrek. OK. Pas le modèle le plus équipé. Moyen, maintenant, ça moyen? Pratiquement 60 000 $. OK. C'est pas une Mercedes, là. On parle pas d'une Mercedes. Mais avec un taux d'intérêt qui était à l'époque, lorsque je l'ai vérifié, il était à 10,9 % d'intérêt. Ouais. Et quelqu'un qui le finance sur une période de 5 ans, ben écoutez, au bout de compte, ça revient à 60 000 $. Tu sais qu'ils ont fait un test à un moment donné, puis j'ai trouvé ça très drôle. 25 personnes à qui ils demandaient combien, à l'achat, vaut le véhicule que vous roulez. T'as même pas 20 % des gens qui le savaient. Et puis, ils achètent un paiement, là. Ils achètent un paiement, absolument. Parfaitement d'accord. Et comme les gens sont prêts à se lancer sur des véhicules, comme par exemple les véhicules chinois, il y a beaucoup de gens qui les réclament, qui comprennent pas pourquoi le gouvernement impose des tarifs auprès des constructeurs automobiles chinois. Ben, il y a toutes des raisons géopolitiques à travers tout ça, là, qui vont bien au-delà du domaine automobile. Mais ils comprennent pas pourquoi, mais ils sont prêts à les acheter indépendamment sans savoir si ces véhicules-là sont fiables, est-ce que ces véhicules-là sont sécuritaires, en fait, les gens courent après un prix. Moins cher et fière allure. Mais je te pose la question, est-ce que tu en sais un peu sur les véhicules qui sont faits en Chine? Est-ce que c'est comparable, par exemple, à la Corée du Sud? Est-ce que c'est comparable aux Japonais? Je sais pas. De plus en plus, en fait. Parce que si on... Ah oui, non. C'est facile de dire, les Chinois, c'est de la cochonnerie, mais un peu, là. Non. Et, si on recule il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, je vous aurais dit oui, effectivement, on voyait que c'était un petit peu bâclé puis les finitions étaient très aléatoires. Mais aujourd'hui, on regarde, ils ont atteint vraiment un rythme de croisière. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Chine, lorsque vous voulez assembler des véhicules en Chine, ce qui est le cas, par exemple, du groupe Volkswagen, que c'est vous devez faire un partenariat avec un constructeur local. Okay. Donc, forcément, ces gens-là apprennent beaucoup des c'est vrai. constructeurs. La transmission, c'est vrai.
C'est ça. Donc, la transmission de savoir, ils peuvent voir exactement l'opérationnel, ils peuvent voir la structure, et par la suite, ils peuvent voler de leurs propres ailes, puis avoir vraiment une idée très précise de qu'est-ce que les consommateurs attendent. Donc, ils apprennent très vite. Je comprends. Dis-moi, juste avant de... Je vais aller sur la Chine après, mais je veux finir le dossier, la section électrique. Oui. Parce que j'entendais... c'était drôle parce que, je ne sais pas dans le cadre, peut-être les grands reportages à RDI, quelque chose comme ça, puis j'écoutais une émission sur l'automobile, puis la période de transition actuelle qui est plus difficile que prévu et autres. Puis il y avait des employés de 20, 25, 30 ans chez Ford. OK, ils parlaient de Ford, puis particulièrement du F-150, qui est un gros vendeur en Amérique du Nord, particulièrement. Oui. Et il disait... Puis le gars, dans des mots un peu carrés, là, mais je vais le dire un peu comme pour le traduire, il dit, écoutez, quand on fait des F-150 à gaz, on fait de l'argent. On fait beaucoup d'argent. Puis quand on sort un Lightning, on fait pas une crise de scène. Est-ce qu'il exagérait ou ça se peut? Le F-150 électrique, autrement dit, n'est pas payant pour Ford. À tel point, Gilles, qu'ils ont cessé la production la semaine dernière. Écoute, je pensais pas que j'étais un devin. Non, mais je l'entendais, puis je me disais, y a-tu un écart si grand? Il me semble que oui. Oui, il y a un écart très grand. Puis, d'un autre côté, honnêtement, moi, personnellement, j'avais espoir que le F-150 Lightning ait du succès, indépendamment du prix, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des camionnettes qui honnêtement, n'en ont pas besoin. C'est sûr. Mais par contre, les gens qui en ont besoin n'auraient pas opté pour un F-150 Lightning en raison, justement, de l'autonomie. Le coût, c'est une chose, mais c'est surtout l'autonomie. Donc, mais c'est du monde qui vont dans le bois aussi, Éric. Souvent, ils vont dans le bois, dans les chantiers, dans les champs, où il n'y a pas nécessairement toujours du gaz, niaiseusement parlant. Oui. Non, je suis parfaitement d'accord. Mais en termes, par exemple, si on doit tracter des lourdes charges, moi, j'ai fait l'essai avec le F-150 de tracter une charge et le nombre d'arrêts que ça demandait pour me rendre à destination, ça me demandait 5 arrêts. Ben voyons. Oui. Tu parles toujours du Lightning, là. Tu parles du F-150 Lightning. Exactement. Mais est-ce que il avait un plaisir de conduite, outre ça, ou... Non, mais moi, en fait, c'était strictement, je le voyais comme je comprends. On va appeler ça comme une bête de travail. C'était strictement de traîner ou de tirer une remorque que j'ai qui pèse 7200 livres environ. Quand même. Mais pour faire la distance que je parcours habituellement avec une camionnette à essence, ça nécessitait 5 arrêts. Et non seulement il y avait 5 arrêts, mais le gros ennui, c'est que sur le long du parcours, il n'y avait absolument aucun problème pour les recharges. Il y avait des bornes à peu près partout. OK. Mais il faut arrêter. Non, au-delà d'arrêter, c'était que comment les bornes sont disposées sur le parcours, ça fait en sorte que je devais arriver, enlever la remorque, aller faire recharger le véhicule, retourner vers la remorque, remettre la remorque en place et repartir. 5 fois. 5 fois. Ben voyons. Parce que les bornes ont été dessinées de façon à ce que c'est pas fait justement pour faire des recharges lorsque vous avez une remorque arrimée à votre véhicule. C'est de l'adaptation qui n'a pas été faite, dans le fond. C'est drôle parce que je t'entends parler d'adaptation, puis certains me disaient c'est ridicule, comme Tesla a son propre système. J'espère qu'à un moment donné, on va en avoir un universel pour le branchement des voitures. Oui, mais là, Tesla l'ouvre son réseau, en fait, à plusieurs constructeurs. Là, il faut que ça se fasse. Oui. Parce que ça n'avait pas beaucoup de bon sens, mais tu sais quoi, ça me rappelle, puis je suis certain que ça va te rappeler la même chose, que les fameux branchements de cellulaire. Au début, là, c'était 8 branchements différents. À un moment donné, ils ont trouvé quelque chose qui est un genre de USB, puis tu comprends? Qui était unique, oui, exactement. Bon, ils vont y arriver dans l'auto, ils n'auront pas le choix, là, on comprend que ça s'en va. Ils n'auront pas le choix. C'est strictement une question de temps. Parlons donc de mon prochain grand dossier ensemble aujourd'hui, la Chine. Donc, on a parlé un petit peu. Les yeux sont tournés vers l'Empire du Soleil qui semble, comme tu le disais, bien s'en tirer avec l'électrique. Puis, quand on dit la Chine fait quelque chose, souvent, il y a moins de BAP là-bas puis d'études. Quand ils décident qu'on avance, ça avance assez vite. Ça a beaucoup de désagréments pour ceux qui sont, en fait, ceux qui ont en tête de préserver la planète, mais ça a beaucoup pour la rapidité puis pour l'efficacité. On comprend que ça a des avantages. Ils ont déployé un réseau de recharge public de 10 millions de bornes. C'est quand même assez impressionnant. Puis il y a des milliards d'automobilistes qui sont maintenant convaincus que l'électrique est important. Puis moi, quand j'ai vu les stats, puis j'ai dit, on va en parler, c'est sûr, plus de 100 marques de véhicules électriques. Sincèrement, quand j'ai lu ça, je dis, ben voyons donc, je suis pas au courant. J'aurais dit 400 chars. Là. Je connais pas ça.
Non, ils ont énormément de constructeurs automobiles là-bas avec des noms, permettez-moi l'expression, avec des noms à coucher dehors. Mais est-ce qu'ils sont capables d'être ils peuvent être en fait efficaces puis être rentables juste en Asie, sans sortir? Ah ben oui, oui. OK, donc c'est une base importante, là. C'est très important, puis c'est très important aussi pour les constructeurs automobiles occidentaux. On pense par exemple à Audi, vous parliez tout à l'heure du groupe Volkswagen dans son ensemble. Ils assemblent des véhicules là-bas, au même titre que Lincoln annonce Buick aussi. OK. C'est des gros marchés pour eux. Est-ce qu'ils font du Buick là-bas ou ils font une marque chinoise? Non, ils font du Buick là-bas. OK. Puis, ils font du Buick. Est-ce que les Buick faits avec les Chinois et les Américains roulent en Asie? Oui. OK, c'est ça. Donc, il y a les voitures chinoises comme telles, mais aussi les voitures nord-américaines ou européennes bâties en bipartite ou tripartite. Exactement. Donc, c'est peut-être l'avenir même pour ici. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. S'ils veulent avoir du financement, puis je ne sais pas, là, mais... mais là, je pense que ça va être vraiment une question politique là, du côté des Chinois, là, à savoir comment ça va fonctionner. Ouais. Mais quand on sait que dans un pays comme ça, où il y a une classe moyenne de plus en plus grande, la Chine, Éric, 50% des autos vendues qui sont soit électriques ou hybrides, c'est vraiment une avancée spectaculaire, là. Ah oui, absolument. Puis c'est tant mieux parce que c'est quand même, la Chine est quand même un bon pollueur. Entre guillemets, un pays émergent. Donc ça peut permettre justement des continents comme ne serait-ce que l'Afrique où on peut penser à l'Inde. C'est très bien là, de ce côté-là. Là. Mais pour ce qui est du Canada ou des États-Unis, là, on est encore très loin. Là. Mais quand on dit, par exemple, les États-Unis ou même des grandes compagnies européennes sont des leaders mondiaux, des Japonais aussi dans l'automobile, est-ce qu'on doit dire maintenant que la Chine, c'est un leader mondial aîné? Ah oui, absolument. Oui, puis, ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là, mais on regarde aussi que depuis le début de la transition électrique, je veux dire, les cartes ont été redistribuées. Là. Pensez par exemple à Tesla. Il y a 15 ans, Tesla, c'était rien. Là. Non. Ils faisaient une voiture électrique qui était basée sur une voiture qui était de marque Lotus, qu'ils avaient transformée en véhicule électrique, et c'est tout. Mais regardez la notoriété que cette marque-là a atteint. Est-ce qu'ils sont bâtis, par exemple, en Chine? Est-ce qu'on pourrait avoir des... Ils ont des infrastructures en Chine, ils en ont en Allemagne, ils en ont aux États-Unis. Oui, effectivement. Mais il y a 15 ans, cette marque-là était nulle part. Personne ne savait qui était Tesla. Ils se sont bâtis une notoriété beaucoup plus grande que certaines marques traditionnalistes qui sont probablement centenaires aujourd'hui. Les voitures que moi je vois, mettons, je sors un peu de la Chine parce que là j'y pense, Stellantis, je connais pas des nouvelles voitures, tu vois, tu cherches la marque, là, tu sais, tu es sur la route, tu vois un peu futuriste, tu sais quoi cette marque-là. Il y en a que les marques sont même pas évidentes sur les voitures. Ces voitures-là qu'on voit, est-ce que c'est des voitures indépendantes nord-américaines ou c'est nécessairement qui viennent de d'autres pays? Ben là, si on parle par exemple de Stellantis, ça c'est un groupe. Hein? Ça regroupe à la fois Peugeot, ça regroupe Fiat, ça regroupe Chrysler, Alfa Romeo, Lancia. Ça regroupe en tout et partout 14 marques. OK. Mais 14 marques qui veulent faire une seule marque qui s'appelle Stellantis? Non, c'est sous le parapluie de Stellantis. Un peu comme si Volkswagen ne faisait pas de voiture et c'était le groupe Volkswagen. Je comprends. Donc, Stellantis, c'est vraiment un peu comme GM. General Motors, ils ont des filiales qui sont Buick et qui sont GMC, qui sont Chevrolet. Oui. Donc, c'est exactement la même chose au niveau de Stellantis, mais c'est pas forcément tous des véhicules qui sont fabriqués en Amérique du Nord. OK. Mais si on pense, par exemple, à la Dodge Hornet, donc Dodge, c'est très américain, mais elle est fabriquée en Italie. Ah bon? Par la division qui fait partie du groupe, là, c'est ça? Exactement. Okay. Mais si je vois un véhicule marqué sur la calandre Stellantis, ils ont donc des modèles aussi qui sont du nom du groupe? Non, OK. Non, il n'y a aucun nom. OK. Donc, ils sont associés. Mais le groupe Stellantis, si on parle de eux, par exemple, ils ont énormément de marques. Et leur PDG, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné une somme pas équivalente, mais à tout le moins, il a donné une somme d'argent à chacune de ces marques-là. Et il leur a dit tout simplement, vous avez 10 ans pour me faire la démonstration que vous êtes rentable. Si vous n'êtes pas rentable, écoutez, on met la clé sous la porte. Oh, OK. Ça a commencé quand, ça, le décompte, là? le décompte s'arrête en 2030. OK. Donc, c'est à des marques comme Dodge, Chrysler, qu'on connaît très bien ici, Ram, Jeep. Donc, toutes ces marques-là, Alfa Romeo,
c'est à eux de faire la démonstration qu'ils sont rentables. Et s'ils ne le sont pas, à ce moment-là, il y aura la clé sous la porte. OK. Clair, net. L'objectif est là. Dans le fond, c'est une question d'objectif. On s'en va là. Vous avez ça comme condition. Allez-y. Puis on va juger par le résultat, dans le fond. Exactement. OK. Donc, tout le monde a vraiment sont partis sur la même ligne de départ. Le départ a été donné pour tout le monde en même temps. On comprend qu'il y en a qui passeront pas à cote, là. Ça, absolument. Et ce ne sont pas les seuls. Non, puis écoute, je veux qu'on en parle, des véhicules qui pourraient disparaître tantôt, on va finir par... Mais avant, je veux aller dans le dossier hybride, on a fait l'électrique, on fait un petit peu la Chine. Toyota pense toujours que c'est le parfait compromis, le hybride. Est-ce que toi, ta perception a changé au fil du temps sur le côté meilleur compromis, une hybride par exemple, qu'une électrique ou une... à gaz? pour être franc, l'hybride, oui, était la meilleure solution actuelle pour justement pouvoir satisfaire aux normes au niveau de la pollution. J'ai toujours considéré, moi, l'hybride comme étant une très bonne solution de transition, surtout lorsqu'il s'agit d'une hybride rechargeable. Parce que ça permet justement aux consommateurs de faire une transition douce, si on peut dire, vers le tout électrique. Parce que le tout électrique, il faut forcément la brancher, je dirais pas constamment, mais il faut quand même la brancher beaucoup plus régulièrement. La question de l'hybride rechargeable, c'est que ça vous permet quand même de vous déplacer sur de longues distances avec un moteur à essence, même si la batterie est vide. Mais au moins, ça vous inculque certaines notions au niveau de l'éco-conduite et ça vous éduque en quelque sorte ou à tout le moins vous sensibilise comment fonctionne un véhicule électrique. Mais écoute, excuse ma méconnaissance, puis mais hybride, parce que je sais, dans ma famille, il y en a plusieurs qui en ont, c'est une vraie blague, on a l'impression qu'on est un concessionnaire Toyota, le hybride, le fameux RAV4 rechargeable qu'on voit à tous les coins de rue. Oui, exact. Je pense qu'il y en a 4 dans la famille qui ont ça. J'imagine que c'est un véhicule qui est bien coté. Mais, vous avez été chanceux. Oui, bien entendu, soyons honnêtes, il a entendu un an et demi, 2 ans. Oui. Mais il y en a même qui avaient un hybride, mais qui voulaient l'hybride rechargeable. Puis moi, j'arrivais pas à voir, mais c'est fondamental comme différence entre, mettons, un RAV4 hybride, puis c'est quoi l'autonomie, c'est quoi les gros avantages? Si on regarde, par exemple, une RAV4 hybride tout court, disons que le mode électrique, ça va être à peu près 2 à 3 kilomètres. Oh! Mais par contre, il ne faut pas oublier que le moteur électrique est là pour justement prêter assistance au moteur à essence. Donc, il soulage le moteur à essence, alors que dans le cas de la RAV4 Prime, qui est la hybride rechargeable, donc avec un fil, là, ça vous permet d'avoir une autonomie là, qui peut allègrement aller au-delà de 65 km en mode tout électrique. Parce que la batterie est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus grosse, plus volumineuse, une meilleure densité. Donc, il y a un avantage définitif. Puis ça s'explique, c'est le fait que ça soit Toyota qui quand je pense encore en 2024, reconnu pour sa fiabilité. Est-ce que c'est aussi vrai qu'avant, Éric? Oui, c'est aussi vrai. Oui. Est-ce que j'y pense pendant que je t'en parle, ceux qui comparent maintenant les Coréens du Sud, les Hyundai, les Kia, aussi fiables que les Toyota et les Honda, est-ce que c'est vrai qu'ils sont arrivés là, à ton avis? Ah oui, ils sont arrivés. Je veux dire, les différences aujourd'hui, la fiabilité, si on regarde en termes de véhicules, que ce soit un véhicule moteur à essence ou à tout le moins la technologie hybride, tout le monde arrive un peu sensiblement à la même fiabilité. Les gros problèmes aujourd'hui qu'on voit plus souvent et le plus fréquemment, ce sont des problèmes électroniques. Donc, tous ces ajouts qu'on fait là, sur les véhicules, ne serait-ce que l'écran d'infodivertissement là, qui est prisé par bien des gens, c'est souvent une source de contrariété et de problèmes en termes de fiabilité. Donc, c'est l'électronique embarquée qui pose un problème davantage que juste la question mécanique. Il faut jaser avec les travailleurs dans les garagistes, dans le fond, qui nous disent « Souhaitez ne pas vous faire rentrer dedans dans le côté, parce que vous allez voir que les factures à 2005, là, quand tu te fais rentrer dedans, c'est plutôt 8, 10, 12, 15 000. Quand ça cogne comme faux, là. Oui, effectivement. Puis, il y a énormément de capteurs qui sont en ligne. Donc, il y a des caméras. Donc, il y a un tas d'éléments.
Mais c'est très drôle parce que quand tu connais pas ça comme moi, mais que tu t'y intéresses un peu, puis on est plus, c'est dans le fond souvent la blague sur l'achat d'une voiture. Tu sais, un Porsche je sais pas, spécial à 170 000, tu rentres, tu te dis, je l'aurais pris, mais c'était pas la bonne couleur quasiment. Là. On connaît pas ça, tu sais. Mais tu rentres dans un garage aujourd'hui, puis tu te dis, il y a telle affaire, peu importe le problème que tu signales, que tu n'arrives pas à décrire. Eric, la première fois qu'ils font, c'est qu'ils branchent ça, c'est comme tu branchais ton ordi. Là, oui. Là, ça apparaît, tic, 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 tic. Il y a un problème là, ça s'en vient. Seigneur. Mais c'est l'autre problème qu'on rencontre chez certains constructeurs automobiles au niveau de la transition électrique, c'est la question de la formation. Oui. Formation, justement, des techniciens. Donc, de réparer un moteur avec des pistons, puis des soupapes, puis changer l'huile et des choses comme ça, là, je veux dire, lorsque vous arrivez avec un véhicule électrique, c'est plus la même partie, là. Et malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui n'ont pas vraiment des techniciens qui sont hyper formés dans ce domaine-là. Là. Donc, c'est plus complexe, c'est différent. Et c'est d'attirer justement cette main-d'œuvre-là. Demain matin, vous allez dire à une jeune fille ou un jeune garçon, de dire, tu pourrais t'orienter pour devenir travailler dans un atelier mécanique avec des véhicules électriques ou aller travailler chez Ubisoft, mais probablement qu'il va aller chez Ubisoft. Ça se peut, c'est moins sexy, entre guillemets. Là. Ouais, exactement. Bien que ça doit être bien payé aussi, là, s'il y en a une grande demande. Oui, absolument, c'est très bien payé, mais il y a quand même... Lorsqu'on parle de la transition électrique, c'est pas strictement de dire on impose des voitures électriques, il faut mettre des bornes, il faut bâtir des véhicules électriques. Il y a un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je reviens sur le financement des véhicules modernes, appelons-les hybrides ou électriques. Les gouvernements qui se sont impliqués beaucoup dans bien des pays occidentaux. Le fait qu'ils se retirent, est-ce que c'est uniquement parce que là, le bébé est capable de marcher et on le laisse aller ou c'est parce qu'ils n'ont plus une scène? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est souvent très politique, hein, les décisions comme ça. Exactement. Pourquoi, par exemple, Québec, qui était vraiment le fer de lance, si on peut dire, au Canada, décide de se retirer progressivement? Si on regarde les chiffres de façon cruelle, ils n'ont pas atteint l'objectif qui s'était fixé. Est-ce qu'ils se disent, finalement, on investit ou on dépense dans un panier percé, ou ils se disent, finalement, c'est enclenché, puis ils auraient eu ce que je doute, mais disons qu'ils auraient pu avoir, par exemple, des garanties de la part des constructeurs automobiles qui diraient, demain matin, on va vous faire une voiture qui va parcourir, disons, 600 km d'autonomie, mais on va vous la vendre 30 000 Mm-hmm. Est-ce que c'est ça aussi? Mais là, à l'heure actuelle, on le voit, là, les voitures les plus économiques électriques sur le marché, l'autonomie est inférieure à 300 km. Et ça, les gens, on dirait que... on dirait qu'il y a une ligne bleue, si on reprend un terme de hockey. Là. La ligne bleue, c'est au moins 400. OK. Puis là, aujourd'hui, des véhicules qui sont l'autonomie la plus grande, ça va-tu en haut de 500 aujourd'hui? Ah oui. Oui, OK. Puis il y en a même qui vont au-dessus de 600. OK. Avec des batteries qui sont plus lourdes, plus immenses? Qui sont plus lourdes, qui ont une meilleure densité, puis l'électronique est meilleure aussi. Il y a une question aussi de gestion électronique. C'est pas juste la taille de la batterie qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi toute la question de la gestion électronique. Puis ça, c'est pas toujours très bien maîtrisé par tous et chacun. Dans le fond, quand j'entends ce qu'on dit depuis le début du balado, surtout ce que tu dis, puis j'additionne tout ça, j'additionne le fait que, nouvelle technologie, on doit ajuster les usines pour l'électrique, par exemple. On doit, après ça, former, parce qu'on vient de parler de la formation des nouveaux. Quand tu additionnes tout ça ensemble, on comprend pourquoi ça ne coûte pas 22 000. Là. Non, mais c'est ça. Il y a une accumulation de coûts, là. Il y a une accumulation de coûts, mais il y a aussi une accumulation, justement, de problèmes à résoudre. C'est pas strictement de dire demain matin, comme Ford, par exemple, ou d'autres fabricants sont arrivés avec des produits, ils se sont dit, écoutez, ça, c'est le juste prix. On s'entend, on ne saura jamais c'est quoi exactement le vrai prix, mais pour eux, c'était le juste prix. Ils sont allés vers le haut de gamme parce qu'ils voulaient, justement, minimiser les pertes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des véhicules électriques qui étaient vraiment nichés là, du côté très haut de gamme. Les gros Suburban à 175 000, là, genre. C'est ça. J'en ai vu. Genre, ouais. Ou des Porsche Taycan à 250 000.
Bon, forcément, il y a eu des Tesla qui étaient vendus à bien moins cher, puis les gens comprenaient pas, ben, ils disaient, ben, Tesla le fait à 50 000, comment ça se fait que vous le faites pas à... Mais si on revient à notre prémisse de départ, Tesla avait pas d'employés autrefois. Donc, les gens qu'ils ont embauchés, c'est des gens qui font que des véhicules électriques. Ils ont commencé à tel prix, puis ils montent graduellement. Exactement. Donc, ils n'ont pas à se tourner puis dire, ben vous assembliez des boîtes de vitesse, des moteurs hier, et puis là, on va vous donner un package justement pour prendre votre retraite parce qu'on n'a plus besoin, vos services ne seront pas retenus. Là. Il y a des syndicats dans tout ça, il y a tellement de choses. Oui, j'avoue. Mon dernier grand point, c'est deux choses qui sont reliées, c'est-à-dire qui sont liées au développement des technologies qui coûtent une fortune, plus que jamais. Oui, il y a l'inflation, mais parlons juste du développement comme tel. Il y a deux grandes prémices qu'on entend. C'est qu'il va y avoir des alliances qui existent même déjà, qui sont étonnantes quand on les apprend, d'une part, et il va y avoir des joueurs qui vont tomber au combat. Oui. Comme quelque chose d'inévitable. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, ça c'est clair. Mais lorsqu'on dit tomber au combat, il faut faire juste attention. Moi, je vois plus, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'entends, c'est davantage des gens qui vont peut-être quitter certains marchés. Qui peuvent rationaliser, autrement dit, enlever des marques un peu? C'est ça? Ben, peut-être pas juste envoyer des marques, mais disons une marque qui serait présente au Canada. Je veux pas en nommer une parce que... non, je comprends. Tu veux pas t'embarquer. L'ennui... Ouais. Ben, non, mais c'est parce que les gens vont dire, il a dit ça. Ça veut dire qu'il a dit ça, lui, puis ils vont fermer demain matin. Non, mais disons qu'une marque qui serait implantée, par exemple, au Canada. Ouais. Et qui demain matin se dit, ben, avec les contraintes qu'il y a au Canada, le nombre de véhicules qu'on écoule, le fait que, par exemple, le gouvernement du Québec nous impose des quotas de véhicules électriques qu'on n'est pas capable de satisfaire et donc, par conséquent, ça nous coûte extrêmement cher en termes de pénalité, ben, ils se disent finalement, est-ce que ça vaut toujours le coup d'être ici? OK, je comprends. On va continuer ailleurs, mais ici, on va se retirer, mettons. Exactement. OK, je comprends. Comme on a vu, ben, je vais prendre Osmobile, mettons, on peut se prendre l'exemple d'Osmobile qui existe plus? Non, je vais prendre un meilleur exemple que celui-là. Je vais penser à Suzuki. Suzuki, OK. Est-ce que vous vous souvenez des voitures Suzuki? Oui, mais moi, il y a eu les grands Vitara, il y a eu les Swift. Ceux qui viraient de côté, qui renversaient de côté, là. Ben, ça, c'était la XC80, la X90, oui. Non, mais j'avais des chroniqueurs qui riaient parce qu'ils disaient, je sais pas comment ils ont fait leur affaire, mais ils ont comme, les tests d'équilibre et de suspension, ça a été mal fait, là, parce qu'il y avait, en tout cas. Ils ont eu un modèle on fait notre âge, là, en parlant de même. Ouais. Mais le meilleur exemple, ça a été ça. Suzuki était une marque extrêmement forte au Japon. Une marque qui est aussi très forte en Inde. Puis dans les motos, ils sont encore très forts en moto. Ils sont très forts en moto. Ouais. Mais au niveau automobile, à un certain moment donné, ils se sont dit, ben, le marché nord-américain, le Canada compris, ben, ça vaut peut-être pas ça vaut pas le coup, justement, d'homologuer, vu le nombre de véhicules qu'on vend. Puis ils se sont tout simplement retirés il y a une dizaine d'années. Alors, si je te demandais des véhicules qui pourraient disparaître, ça serait une question à laquelle tu n'as mieux pas répondre parce que tu sais pas trop. Dans le fond, c'est ça? Ça serait difficile. On spéculerait sur des marques où il y a un tas de facteurs qui peuvent influencer. C'est que si demain matin, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait même être à la limite même provincial. Disons par exemple que Québec décide d'aller de l'avant malgré le fait qu'ils vont éliminer progressivement les subventions pour les voitures électriques, puis ils gardent le cap à dire en 2035, il n'y a plus de vente de voitures à moteur à essence au Québec. Véhicule neuf, j'entends. Oui. Disons qu'ils s'en tiennent à ça. Il y a des chances qu'il y a des constructeurs automobiles qui vont dire, ben écoutez, on va continuer à vendre dans les autres provinces canadiennes, mais le Québec, on va oublier. On ne sait pas quand même, on va s'en passer, mettons. On va s'en passer, exactement. Est-ce que au lieu de disparition, même dans notre... on risque de voir d'autres alliances? Il y en a eu dans l'histoire, il y en a eu, puis il y en a peut-être tout le temps qu'on connaît même pas, mais des alliances où, mettons, un Mitsubishi avec une autre compagnie comme Mazda, mettons les deux ensemble, je sais pas, là, je lance ça. Mitsubishi est déjà allié avec Renault et Nissan. OK, je savais même pas. Mazda est allié en partie avec Toyota, au même titre que Subaru. Donc, les alliances vont se sont déjà là, mais on les connaît pas tous. Ils sont déjà là. Okay. Ben, écoutez, ils vont collaborer en fonction, justement, de qu'est-ce que le marché... Comme par exemple, prenons l'exemple de Ford et Volkswagen. OK. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt commun, mais ils ont des projets en commun. Au même titre que Nissan, à l'heure actuelle, a un projet en commun avec Honda.
Honda avait un projet en commun avec GM. Et ce projet-là est tombé à l'eau. Et je pense que Honda, a été cogné à la porte de Nissan, puis leur a dit, seriez-vous intéressé à reprendre le flambeau, puis participer avec nous justement dans cette transition-là. Et puis ils le font. Donc, tout le monde parle à tout le monde. Oui, j'imagine. Une des choses, on terminera là-dessus, Éric, je ne veux pas abuser, mais une des choses qui pourrait être intéressante de ce que je lis aussi, parce que j'ai un petit intérêt quand même, c'est la transition actuelle, puis les gouvernements, entre autres, autant provincial, fédéral, nationaux, tout ça, pourraient peut-être en venir à quasiment revenir à la base quand l'électrique est arrivé et dire, on va concentrer nos efforts d'appui, puis de subvention, puis de bourse, particulièrement à tout ce qui est, entre guillemets, social, c'est-à-dire transport en commun, les taxis qui sont en ville tout le temps, tous ceux qui sont, tu sais, le côté très utilisé, très citadin ou très, tu comprends? Oui. Les autobus scolaires, les camions de vidange, on comprend tout ce qui touche à tout le monde puis qui sert à tout le monde. Donc, eux autres, ils continueraient à soutenir ça, mais un peu moins privément. Est-ce que tu penses que c'est une avenue qui est pensable, ça? Oh oui. Revenir à la base, dans le fond? Mais on va revenir à la base, puis j'ai l'impression que l'automobile va redevenir ce qu'il était au siècle dernier, à savoir un produit de luxe. OK. Peu importe, là, que ce soit gaz, hybride, n'importe quoi. Ça, au prix que se sont rendus et à la vitesse que ça monte, on le voit, là. Oui. Donc, ça va priver des gens d'avoir la possibilité d'avoir un mode de mobilité individuel. Tu ne trouves pas que ça ressemble à l'accession pour nos jeunes aux maisons aujourd'hui? Comme parallèle, là? Oui, exactement. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Ça sera un article avec Éric Lefrançois dans la presse prochainement. Peut-être. Mais il y a un lien, il y a vraiment un lien de génération là. Non, absolument. Sauf que l'avantage, si on peut appeler ça un avantage, mais pour les jeunes, compte tenu que l'intérêt pour l'automobile est peut-être moindre que ce qu'il a été pour les générations autres, ça risque peut-être pas d'être aussi dramatique que de ne pas avoir accès à justement une propriété privée. Non, parce que le rêve ultime, c'est pas nécessairement celui-là là, pour nos jeunes. C'est exactement. Nous écouter, j'espère que c'est ça. Merci, Éric, c'est gentil. Parfait, merci. Bonne journée. Éric Lefrançois, que vous pouvez voir dans la presse. Et l'annuel de l'auto. Merci. Écoute, on l'a eu.